Bonjour à tous. Eh bien, je suis en train de jongler avec tous mes écrans. Du coup, je ne sais pas si vous êtes là ou pas. C'est génial. Apparemment, oui. Ah bon, on va faire comme si. Alors, bienvenue au sein de notre association AICM aujourd'hui pour un nouveau webinaire. Alors, notre association AICM, elle rassemble des métiers de la scène, des conférenciers, des maîtres de cérémonie, des vidéastes, tous les métiers de scène. Et notre objectif, en fait, c'est de travailler tous ensemble en symbiose, d'avoir une intelligence collective, en réalité, d'échanger, d'apporter nos expériences communes et de nous enrichir avec toutes nos différences. Alors, découvrez notre association sur notre site et vous verrez que vous y trouverez des webinaires en replay, des annonces de nos prochains événements, des journées de travail, des journées d'échange surtout, vous y trouverez nos valeurs qui sont l'échange, la diversité, l'accompagnement et grandir ensemble, en fait. Et puis aussi, valoriser nos métiers de la scène, du spectacle, de l'événementiel, travailler ensemble pour faire découvrir. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la puissance des histoires. C'est un sujet, moi, qui me passionne parce que c'est au cœur de tous nos métiers, évidemment de l'événementiel, mais en fait, c'est aussi au cœur de nos métiers d'avocats, de médiateurs, de coachs, de formateurs, en réalité tous ceux qui ont un message à faire passer au public. Vous allez voir qu'on va bien au-delà, en fait, de cette vision uniquement de scène. Alors, pour commencer, évidemment, je vais vous raconter une histoire. Ça me paraît tout à fait normal. Et cette histoire est la première histoire que j'ai vécue comme photographe. Quand je suis partie en exploration en 2006, ma première rencontre avec un personnage qui s'appelle Brian Jones, non pas le chanteur, mais le Whisperer. Brian Jones, le docteur Dolittle, qui travaille dans un site de préservation des espèces menacées et d'autres animaux qu'il récupère dans son centre de Molo Molo. Alors, je vais vous présenter cette première histoire en version 3 vignettes. Ouais, Michel, cher Michel, je fais une version Pecha Quechua, mais alors vraiment très très courte. Première vignette, en fait, c'est ma toute première photographie de Brian, où il venait de me montrer des bébés guépards qui avaient 4 jours. Donc vous voyez, les yeux sont à peine ouverts. Et je vous laisse admirer la façon dont Brian nous présente ce petit guépard, on dirait un peu le grand-père très fier de sa progéniture. Et puis, deuxième image, cette fois-ci, Brian m'emmène dans la volière des aigles martiaux. Alors, les aigles martiaux sont des aigles forestiers qui sont très impressionnants, comme vous pouvez le voir. Et là, Brian change totalement de physique. Et puis, après moult discussions, parce que c'est tout de même pas si évident, Brian m'emmène voir Queenie. Alors Queenie, je ne savais pas du tout qui pouvait être Queenie avant de rentrer dans sa volière, mais Queenie est un aigle couronné. Un aigle couronné vraiment très impressionnant. Vous allez admirer ses serres. Et Queenie est une aigle couronnée, une femelle que Brian a élevée, protégée et avec laquelle il a une relation très très étonnante. Ce qui nous intéresse pour l'histoire, c'est à nouveau la physionomie de Brian. Alors vous voyez avec ces 3 petites histoires, je vous montre comment un chuchoteur, en fait, se met sur la longueur d'onde du sujet avec lequel il travaille. Et cette histoire, qui est courte, qui est, pour moi, je trouve assez étonnante et impressionnante avec ces 3 images, vous montre comment fonctionne l'empathie. Alors, cette histoire, je l'utilise quand je donne des formations pour expliquer ce système, de se mettre, en fait, au niveau de la personne avec qui on veut travailler. Et c'est assez parlant. Pourquoi les histoires sont parlantes? Si je vous dis « il était une fois », comment est-ce que vous vous sentez à entendre cette phrase magique « il était une fois ». Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes tout d'un coup un peu plus attentif? Parce que c'est une phrase, en fait, qui déclenche les choses. C'est comme, vous savez, le truc à ne pas faire, j'annonce simplement, quand vous avez une boîte de thon et que vous l'ouvrez, vous avez tous les chats du quartier qui arrivent. Tout ça pour vous dire que si le patron arrive, eh bien, j'espère que ça ne coupera pas notre webinaire. Alors, une histoire, quelle est sa puissance? En fait, une histoire, elle nous réveille, elle nous ouvre l'esprit,
Elle prépare à recevoir le message que nous voulons communiquer. Elle permet de rentrer dans le monde intérieur de la personne qui nous écoute. Elle nous fait toucher du doigt des concepts. Elle nous rend inoubliables et encore plus. Pourquoi? D'abord, les histoires, vous le savez, depuis la nuit des temps, depuis qu'on était hommes et femmes des cavernes autour des feux de camp, on s'en raconte. C'est la façon dont la culture, en fait, est passée à travers les âges jusqu'à nous et la façon dont elle se partage toujours. Vous savez, ce proverbe africain, si un vieil homme meurt, c'est une bibliothèque qui s'effondre et qui brûle. C'est exactement ça. Mais les histoires, elles sont toujours là. C'est pas uniquement du divertissement. Elles ont des fonctions qui, dans notre monde d'humains, sont extrêmement importantes. Il y a un chercheur qui s'appelle Luca Bietti qui a travaillé sur le pourquoi de ces histoires, ce qu'elles apportaient. Et il considère que les histoires sont un élément clé de notre civilisation. D'abord parce qu'elles permettent de diffuser des éléments d'information qui sont essentiels, qui permettent la survie, mais sans avoir la difficulté de les vivre nous-mêmes. Par exemple, si je vous raconte l'histoire d'un crocodile qui fait un bond hors de sa rivière et qui vous court après avec plusieurs kilomètres/heure de rapidité, eh bien vous allez vous souvenir quand vous irez au bord de l'eau en Afrique que les crocodiles sautent et peuvent vous courir après sans avoir expérimenté vous-même les petits désagréments. Et puis, elles nous permettent aussi, ces histoires, de donner un sens à notre communauté, d'apporter une cohésion, de créer de la coopération. En fait, les histoires, c'est de l'intelligence collective. Ça répond aussi à certains biais. Ça crée une cohésion intra-groupe et ça permet ensemble de réagir à tout ce qui est extérieur à notre groupe. Et c'est pour ça que notre cerveau est câblé pour faire attention aux histoires. Aujourd'hui, les neurosciences nous le confirment. Les histoires stimulent et engagent le cerveau humain. C'est toute la différence entre, vous savez, ces diapositives PowerPoint, on a juste envie de partir en courant où il n'y a que des textes et des bullet points, ça c'est une horreur. Ça ne parle qu'à notre cerveau hyper rationnel, le centre du traitement du langage du cerveau. On transforme les mots en signification et des fois, c'est vraiment très fatigant de le faire, il n'y en a pas spécialement envie de le faire. Et une histoire qui, elle, va aller largement plus loin et qui va solliciter l'ensemble de notre cerveau. Elle va activer les zones linguistiques, sensorielles, visuelles et motrices. Comment ça marche? Il y a un bouquin que j'aime beaucoup de Sébastien Boller, Le bug humain, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce dont parle notre webinaire aujourd'hui, mais il y a, d'abord je vous suggère de le lire parce qu'il est extrêmement intéressant, et il y a une idée que je retiens de ce bouquin, entre autres, qui est extrêmement importante pour les histoires. Sébastien Boller nous dit, en fait, nous avons 5 motivations secrètes dans notre cerveau. Nous nourrir, nous reproduire, faire un minimum d'efforts, acquérir du pouvoir, etc. La 5e, c'est acquérir un maximum de connaissances, en prenant en compte les autres, c'est-à-dire notamment en faisant un minimum d'efforts. Et les histoires, elles répondent parfaitement à ça. Et quand nous satisfaisons un de ces 5 besoins primaires, eh ben, nous recevons un shoot de dopamine. Le résultat, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez raconter une histoire, passer au-delà, faire quelque chose, pouf, nous allons avoir notre petit shoot de dopamine. Alors, les histoires, je vous disais, elles nous permettent d'établir un lien avec le public, une connexion. Là, évidemment, c'est facile, hein, j'ai joué un petit peu sur la facilité, toujours pour annoncer au cas où le patron revienne. Mais quand nous racontons une histoire, quand nous sommes fluides, nous la ressentons, cette connexion. Que nous soyons sur scène, que nous soyons avocats ou médiateurs, nous sentons bien que quelque chose se passe. Alors effectivement, quelque chose se passe. Je vous invite à regarder en totalité un TEDx assez incroyable de Yuri Hasson qui nous explique comment les histoires permettent au cerveau de se synchroniser. C'est pas de la science-fiction, c'est réel. Je vous ai juste pris un tout petit extrait pour vous montrer aujourd'hui comment ça fonctionne. I kind of liked it. Okay, so now let's look into your brain and see what's happening when you listen to this kind of stories. And let's start simple. Let's start with one listeners in one brain area, the auditory cortex that processes the sounds that come from the ear. And as you can see, in this particular brain area, the responses are going up and down as the story unfolding.
And now we can take these responses and compare it to the responses in other listeners in the same brain area. And we can ask how similar are the responses across all listeners. So over you can see 5 listeners. And we start to scan their brains before the story is starting, when they simply lie in the dark and waiting for the story to begin. And as you can see, the brain area is going up and down in each one of them, but the responses are very different and not in sync. However, immediately as the story is starting, something amazing is happening. So I'm banging out my story and I know it's good. And then I start to make it. Suddenly, you can see that the responses in all of the subjects going locked to the story, and now they are going up and down in a very similar way across all listeners. And in fact, this is exactly what's happening now in your brains when you listen to my sound speaking. And we call this effect neural entrainment. And to explain to you what is neural entrainment. Alors là, je vous invite à aller voir un petit peu plus en détail ce TEDx, mais ce qui est le plus impressionnant, vous avez retenu, c'est la façon dont les cerveaux se synchronisent. Bon, évitez de vous synchroniser sur cette vignette, s'il vous plaît, mais en tout cas, le couplage cerveau-cerveau, ça fonctionne d'une manière absolument incroyable. Vous voyez, vous avez vu tout à l'heure comment il montrait en fait la synchronisation des cerveaux en attendant que l'histoire démarre, les cerveaux qui partaient un petit peu dans tous les sens, et hop, dès que cette histoire démarre, eh bien voilà, les cerveaux s'alignent. Alors, dans notre époque de surcharge d'informations, où on n'en peut plus, où on a des messages qui arrivent sur nos téléphones, sur nos mails, c'est vraiment un enfer d'être bombardé comme ça, on appelle notre époque l'infobésité, hein, vous le savez bien. Comment récupérer l'attention de votre public? Eh bien, c'est effectivement avec cette technique d'histoire pour l'accrocher et l'emmener avec vous dans ce que vous allez raconter. Donc, ça vaut la peine d'utiliser cette espèce d'intelligence qu'on peut appeler l'intelligence métaphorique. C'est une très belle expression de Gérard Simonski qui dit qu'il faut redonner la place à cette intelligence métaphorique parce que on se bloque, on se l'interdit nous-mêmes, on a des conditionnements, on se dit non, c'est pas une bonne idée de raconter une histoire, ça va faire peu sérieux, ça va... En fait, vous voyez que l'important pour toucher vraiment votre cible, c'est ça. Alors, quel type d'histoire? Bien sûr, la vôtre, l'histoire qui vous est personnelle, celle que vous avez vécue, celle où vous allez apporter votre connaissance, votre expérience, votre partage, c'est idéal. Ou bien celles d'autres personnes qui vous ont marqué, qui vous ont apporté des choses auxquelles vous avez appris, vous avez compris, que vous avez également envie de partager. Ou bien celles de marques à succès qui vous ont impressionné parce qu'elles ont pu réussir, ou bien parfois échouer, ça peut être aussi parfaitement des contre-exemples. Mais dans tous les cas, quand vous racontez une histoire, eh ben c'est un énorme travail. Et simplement, je vous le dis parce qu'on ne le réalise pas toujours, quand... Michel Poulard, dans son école de conférencier, nous dit il faut 1 an pour écrire une conférence. Au début, on sourit, on se dit oui, bien sûr. Mais en fait, après, pas du tout. Il faut bien au moins 1 an à un professionnel pour écrire une conférence. Parce qu'une histoire, c'est un énorme travail de storytelling, de construction, de logique, de suite et de procédure. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, si vous voulez apprendre, c'est pas du tout l'objet du séminaire d'aujourd'hui. Mais on a une journée en présentiel le 1er juillet avec Adrien Jouot, qui est notre spécialiste du storytelling à l'AICM, et vous pouvez vous y inscrire. Une fois que vous avez cette histoire, cette histoire, moi j'appelle ça une histoire signature, eh ben ça devient comme un logo, comme votre identité, votre marque de fabrique. Alors moi j'en ai une, bien sûr c'est Nelson le Vautour, pour ceux qui me connaissent, c'est ma rencontre avec un vautour et tout ce que j'en dire. Là je ne spoilerai pas. Pour Michel Poulard, dont je parlais, qui est le président de notre association, eh bien c'est, je pense, la métaphore du sac poubelle. En tout cas, celle qui m'a, moi, le plus marqué et à laquelle je pense régulièrement quand j'ai des difficultés. Je me dis, bah tiens, je vais ressortir mon sac poubelle et essayer de trouver ma solution. Et puis pour Sophie Campion, dont je suis allée admirer la présence sur scène il y a quelques jours, eh ben pour moi, ce que j'en retiens, c'est l'histoire de son recrutement, de sa chaise et de son talon dans le plancher. Pour moi, c'est quelque chose de totalement hallucinant. Et là encore, quand j'ai des difficultés à m'exprimer, quand j'ose pas dire quelque chose, eh ben, j'ai en tête automatiquement cette histoire de Sophie qui vient. Donc pour moi, elle est importante et c'est pour ça que j'appelle ça une histoire signature, parce qu'elle marque aussi le lien que nous pouvons avoir avec la personne qui nous l'a apporté.
En même temps, vous n'êtes pas obligé d'écrire vos histoires tout le temps, ou en tout cas d'écrire une multitude d'histoires. La grande question, c'est est-ce que je vais oser un classique dans ma présentation? Est-ce que je vais me permettre, par exemple, d'utiliser une fable de La Fontaine? Eh bien, pourquoi pas? Alors, les grands classiques, c'est possible. Sauf qu'il faut un tout petit peu les détourner et apporter sa petite patte, sa touche personnelle en fait, sa petite dose de créativité qui va faire toute la différence. Je vous donne un exemple. J'imagine que vous vous souvenez de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Mais bon, je vais vous la rappeler. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse, en tout cas comme un œuf, envieuse, s'étend, s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni, mais voici donc, mais point du tout, mais voilà, mais vous n'en approchez point. » La chétive Pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Je suis certaine qu'à réentendre cette histoire, il y a des moments de votre cerveau qui se sont, des petits morceaux qui se sont activés parce que vous êtes souvenus. Maintenant, eh bien, cette grenouille qui voulait se faire presque aussi grosse que le bœuf, elle existe. Et je l'ai rencontrée au Costa Rica. Alors, elle a un nom à coucher dehors. Elle s'appelle Leptodactylus savagei. Je suis obligée de lire parce que je ne retiens pas. Et en fait, pour échapper à ses prédateurs, elle a des techniques absolument géniales. D'abord, elle se met à crier. Si un serpent veut l'avaler, par exemple, elle crie. Mais elle crie pour appeler un autre prédateur, comme un caïman. Et donc, le caïman va arriver pour manger le serpent qui va foutre la paix à la grenouille. Après, la grenouille a plutôt intérêt à partir relativement vite. Deuxième technique, c'est ce qui nous intéresse le plus. En fait, elle enfle. Elle enfle, elle enfle, elle enfle. Et elle enfle tellement que son prédateur, en tout cas le serpent, ne peut plus l'avaler. Et voilà la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Après, vous savez, ces métaphores hyper classiques, qui sont hyper classiques, mais génialement parlantes. Vous avez ce vase, et puis comment savoir comment remplir notre temps? Eh bien, vous avez des cailloux, du gravier, du sable, de l'eau, etc. Et voilà, une histoire assez classique. Il faut commencer par remplir certains ingrédients. Je ne vais pas spoiler. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez plus qu'à la chercher pour savoir comment, en fait, on peut toujours rajouter quelque chose. Grand classique. Mais quand vous êtes à l'heure du déjeuner, par exemple, une fois que tout est rempli et que vous avez vos cailloux, votre gravier, votre sable, votre eau, rien ne vous empêche de rajouter un doigt de pastis. Et là, c'est un tout petit peu plus créatif. Autre idée, alors La Fontaine, on a vu, moi, une référence que j'adore, c'est les exploits de l'incomparable Moullah Nasruddin, raconté par Idriss Shah. En fait, il y a plein de volumes dans cette collection, et Idriss Shah est un conteur absolument incroyable, extraordinaire. Et quand vous lisez, en fait, ces petites histoires qui sont à la fois des métaphores, des moments de vie, c'est en fait, ils mettent le doigt sur tous nos points aveugles, ben, vous vous faites réellement plaisir. Une qui est très connue, même si elle n'est pas toujours rattachée à notre fameux Moullah Nasruddin, c'est l'histoire de la clé. Eh bien, Nasruddin est en train de scruter le sol, mais qu'as-tu perdu? Mais là, l'interroge un passant, bah, ma clé. Et tous les deux se mettent à genoux pour mieux la chercher. Et au bout d'un moment, le passant lui dit, mais tu l'as perdu où, Moullah? Et Moullah répond, bah, chez moi. Mais pourquoi tu la cherches ici, dans la rue? Mais parce que là, il y a un peu plus de lumière. Voilà. Des choses relativement classiques, mais faites-vous plaisir avec ce bouquin. Je vais résister. Je ne vais pas vous en dire plein, parce qu'on n'a pas énormément de temps aujourd'hui, mais vraiment, allez chercher des petites idées pour tous les jours. C'est absolument passionnant. Danger. Parce qu'il y a quand même un danger avec les histoires. D'abord, comme j'ai fait un petit peu avec ce La Fontaine que je vous ai cité, les leçons de morale prétentieuses. Non, ça va bien pour La Fontaine, ça va bien quand on est à l'école, mais évitez ce style tout petit prince, ça ne marche pas. Deuxième danger, l'agression dissimulée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous pouvez utiliser une histoire, une métaphore pour passer un message. Restez positif. Quand j'étais avocat, encore avant de me former à la médiation, j'utilisais parfois la technique des histoires, mais justement avec
agressivité détournée. Par exemple, une négociation qui ne marchait pas bien, où tout le monde se bloquait, je leur disais « Ah, mais est-ce que vous connaissez l'histoire du scorpion qui veut traverser la rivière ?» Donc j'imagine que vous la connaissez, mais je me fais un petit plaisir en la racontant pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Eh bien, c'est un scorpion qui est au bord de la rivière. Et de l'autre côté de la rivière, il voit une magnifique, somptueuse scorpionne. Et il meurt d'envie de traverser la rivière pour aller voir cette scorpionne, mais il ne sait pas nager. Il est désespéré et passe une grenouille près de lui. Et il arrête la grenouille, il lui dit « Grenouille, je t'en prie, aide-moi, fais-moi traverser la rivière, regarde, de l'autre côté, cette scorpionne qui est canon. » Et la grenouille lui dit « Mais t'es complètement fou, je ne veux pas te prendre sur mon dos parce que tu vas me piquer et je vais mourir. » Et le scorpion lui dit « Mais non, pourquoi tu veux que je te pique? Tout ce que je veux, c'est aller de l'autre côté de la rivière et retrouver cette belle scorpionne. » La grenouille se laisse séduire par la vision du scorpion, elle le prend sur son dos, 1 bond, 2 bonds, 3 bonds, et au milieu de la rivière, le scorpion pique la grenouille. Évidemment, tous les deux commencent à s'enfoncer dans les flots, et au moment de mourir, la grenouille lui dit « Mais pourquoi t'as fait ça? On va mourir tous les deux. » Et le scorpion répond « Et j'ai pas pu m'en empêcher. » Voilà. Histoire charmante, je vous suggère de l'éviter dans certains cas. Alors, l'ironie, bien sûr, à éviter également. L'humour, par contre, à favoriser au maximum. La grande question, c'est comment faire la différence entre l'ironie, l'humour, bien, mal placé. Moi, je vous renvoie sur un bouquin, un nouvel apport de Michel Poulard, qui est absolument génial, qui nous explique comment être drôle en public. Donc, vous pouvez trouver des renseignements là-dessus sur le LinkedIn de Michel. Posez-lui la question. Dernière règle à garder sur ce qu'il faut faire ou pas faire quand on raconte une histoire, eh bien, n'emberlificotez pas votre auditoire avec votre sens de votre histoire. Si c'est une histoire personnelle, oui, bien sûr, vous allez raconter ce qu'elle vous a apporté, parce que ça va, en même temps, ça va dans le storytelling, en fait, ce que vous allez en retenir. Si c'est l'histoire d'un autre ou d'une marque, oui, pourquoi pas. Mais si vous voulez partir dans l'idée d'une métaphore ou d'une histoire à multisens, ne donnez pas votre sens de l'histoire, parce que chacun trouve dans une histoire le sens qui va lui parler à un moment donné. Et c'est bien ça la puissance d'une histoire. Vous pouvez l'écouter, la lire, la relire à différents moments de votre vie, elle va vous parler différemment cette histoire. Parce qu'elle va parler à un moment qui vous touchera plus, qui vous intéressera plus, qui rebondira sur quelque chose que vous avez vécu ou sur des questions que vous vous posez. Il y a aussi une certaine synchronicité dans les histoires qu'on peut découvrir. Une histoire, c'est aussi un art de raconter. Non seulement c'est compliqué l'histoire, de la trouver, de l'écrire, mais il faut aussi faire des efforts pour bien la raconter. Pour que ça fonctionne, d'abord vous devez y apporter votre intention. Le message que vous voulez passer, apportez-le. Et comme ça fonctionnera. Vous allez être en direct avec votre audience. Vous transmettez votre état d'esprit. Donc, soyez dans l'état d'esprit de votre message. Soyez cohérent. Et puis, mobilisez-vous pour raconter votre histoire. Il faut que toute votre force physique soit là, toutes vos émotions soient là. Faites-la vivre. Vivez-la, revivez-la, emportez le monde avec vous. Et pour votre connexion, en fait, utilisez toutes les armes, tous les moyens, tous les outils que vous avez, c'est-à-dire non seulement votre voix, le travail que vous allez faire avec votre voix, mais votre langage verbal, votre présence physique, vos émotions et aussi les mots que vous allez utiliser. Connectez avec les sens, ne connectez pas avec l'intellect parce que là, vous ne connecterez pas. Utilisez un jargon, utilisez des mots compliqués, utilisez des choses que les gens ne vous comprendront pas. Ils ne vous suivront pas et ils déconnecteront immédiatement de ce que vous voulez leur raconter. Alors, une des bonnes techniques pour raconter des histoires, c'est l'histoire dans l'histoire. Les neurosciences nous apprennent à préparer nos histoires. C'est quand même génial, non, ce qu'on peut récupérer de nos jours. Eh bien, les scanners cérébraux montrent qu'en fait, différentes zones de nos cerveaux vont réagir à ce qu'ils vont entendre. Si je vous parle de l'odeur de la lavande, eh bien là, je viens de stimuler le point de votre cerveau qui travaille sur l'odorat. Il vient de s'activer. Si je vous parle de la voix de velours d'un chanteur, Dave par exemple, ça c'est pour faire plaisir à Sophie, eh bien je viens d'activer
le morceau de votre cerveau qui s'active avec le cortex sensoriel. Donc en fait, pour toucher différents emplacements de votre cerveau, utilisez tous vos sens, utilisez des métaphores, des analogies, mais un maximum pour en fait faire vivre, faire ressentir, entendre, toucher des doigts, des choses que les gens n'ont jamais vues et ils verront différemment des phrases qu'ils ont pu entendre 1 million de fois. Raconter une histoire, en fait, c'est peindre un tableau avec des mots. J'ai trouvé cette explication de Michelle Bowden vraiment très très belle. Alors Michelle Bowden, c'est une spécialiste du pitch. Voilà, elle travaille sur la force de la persuasion. Et je trouve que voilà, c'est très fort. Raconter une histoire, peindre un tableau avec des mots, avec votre langage corporel, avec votre langage émotionnel, avec tous ces ingrédients, vous allez faire vivre à votre public une expérience complète. Bref, vous allez en fait les emporter en voyage et ils n'y reviendront pas du voyage. Ils n'en reviendront pas. Vous voyez, chaque mot compte et chaque mot est intéressant. Alors voilà ma présentation qui a peut-être été sans doute assez rapide, mais j'attends vos questions si j'arrive à les voir. Ou alors la régie peut revenir avec nous peut-être pour m'indiquer parce que j'ai beau avoir une multitude d'écrans, je n'ai pas les messages. Normalement, la voix, tu l'entends. Ah, Sophie. Ici la régie. Ici la régie. Bonjour la régie. Je n'ai pas de questions. Nous avons ici des commentaires de Loïc Lebas qui nous a dit que je trouve qu'elles aident à visualiser une réalité non vécue par rapport aux métaphores. Sophie qui nous dit que tout ce que tu dis est excellent. Il y a Anne qui nous dit hello, hello. Il y a Pascal Lafaille qui t'a dit bonjour. Mais je n'ai pas de questions, donc peut-être que tu en as trop fait, c'est trop bien. Trop bien, j'ai tout vu, non? Et Michel, tu n'as pas de questions non plus? Non, je ne peux pas le croire. Si tu veux, je t'en pose une. Toi qui es une spécialiste des biais cognitifs, quels sont les biais cognitifs? Sur quel levier on doit actionner pour garder l'attention du public? C'est une question remarquable. Je te remercie de me l'avoir posée. Eh bien, on va travailler sur le biais d'ancrage. En fait, la première impression qu'on va donner va accrocher notre public. Sur quoi je vais travailler en termes de biais cognitifs? Peut-être un effet de halo pour donner l'impression que je suis celle qui va leur apporter la solution à leur réponse. Voilà, comme ça, tout de suite, je sais qu'il y en a plusieurs centaines, mais sur quoi vais-je travailler en termes de biais cognitifs pour mon histoire? Et toi, Michel, spécialiste des neurosciences également, qu'en penses-tu? Moi, je ne suis pas spécialiste de neurosciences, moi. Non, non plus. mais voilà, donc on a parlé des métaphores, des allégories, on a des histoires. Est-ce qu'une image, ça peut raconter une histoire sans qu'on la raconte? Bien sûr, parce qu'une image, c'est aussi une métaphore, en fait. Et une image, on sait très bien le classique, une image vaut 1000 mots. Une image, elle parle directement à notre ressenti, à nos émotions, à ce qu'elle peut évoquer pour nous. Une image, c'est très, très personnel pour la personne qui la voit. C'est pas les personnes voient des choses différentes dans une même image, d'ailleurs. Merci. Il y a Pascal qui te demande par quoi commencer pour développer son humour, ou en tout cas pour rendre une histoire drôle, je suppose. Eh bien, s'entraîner, tester. Moi, je dirais tester devant plein de gens. Et les plein de gens n'étant pas nécessairement positifs. Au contraire, c'est surtout avec le négatif qu'on bâtit. Regardez beaucoup de speakers, beaucoup de stand-up, beaucoup d'idées pour voir d'abord ce qui plaît ou ce qui plaît pas, trouver son propre style, hein, parce que il y a des extrêmes énormes. L'humour, il est spécifique à chacun, il est spécifique
au milieu à qui on s'adresse. C'est très compliqué, hein, de l'humour. Il faut le tester, même si on l'a préparé à l'avance. On peut sentir que l'auditoire, non, il n'est pas prêt pour ce type d'humour. Donc en fait, il faut, je pense, avoir plusieurs cordes à son arc, sauf si évidemment on devient soi-même un spectacle avec une catégorie d'humour que les gens viennent voir pour ça. Donc là, on est sûr de pas avoir de difficulté, mais intégrer de l'humour dans n'importe quel type de conférence, c'est pas complètement évident parce que je pense qu'il faut là se synchroniser avec son public pour être sûr d'apporter en fait la réponse qui est attendue, de ne pas choquer, d'éveiller les esprits, mais sans trop secouer, sans passer à côté ou se braquer tout le monde. Pas toujours évident. Tu as dit quelque chose de très juste et c'est valable pour les conférenciers ou n'importe quel autre métier de scène, c'est de regarder soi-même. Beaucoup d'humoristes. N'importe quel humoriste qui a du succès te dira toujours qu'il a commencé à s'inspirant en regardant un autre. Ça ne veut pas dire qu'on les copie, mais ça veut dire qu'on s'inspire d'une certaine mécanique, de ce qui le fait rire. Qu'est-ce qui nous fait rire nous-mêmes? Qu'est-ce qui fait rire les autres? Et puis comment peut-on rendre une histoire peut-être un peu burlesque? Mais oui, regarder des conférences et regarder des sketchs, ça peut nous aider à construire de l'humour. On a Sophie qui te pose encore une question. Pour rebondir sur cette question, qu'est-ce qui peut faire décrocher le public? Du jargon, une histoire trop longue, trop détaillée, trop de choses, une histoire qui n'aurait strictement rien à voir avec le schmilblick, une immobilité, un langage corporel qui fonctionne pas. Donc là, en fait, il faut être bien ancré, il faut être aligné sur ce qu'on veut passer comme message. Hein. Vous savez, le grand classique de ce malheureux président de la Confédération suisse qui est mangé à toutes les sauces parce que il nous parle de l'humour comme médicament en fait, hein, et ça marche pas du tout. Donc être parfaitement cohérent avec le message que vous voulez passer. Si vous voulez être drôle, soyez drôle. Mais montrez-le. Si vous voulez être triste, marquer les esprits, changer de voix, changer de posture. Voilà, je pense qu'il faut aussi casser le rythme, ne pas être constamment dans le même module. C'est pour ça qu'on travaille en storytelling, enfin, quand on construit une conférence avec des étapes un petit peu différentes pour ne pas endormir, toujours réveillé. Et l'humour, les histoires en font partie en fait, hein, une petite dose par-ci, par-là, machin. Mais on peut pas faire que des histoires les unes à la suite des autres. Ça ne fonctionnerait pas non plus. Nous avons Fabien Lyon qui a rejoint l'association très récemment. Bienvenue Fabien. Tes photos sont un excellent support pour tes histoires, je trouve. Elles sont superbes, nous dit-il. C'est pas une question, mais c'est un compliment. Merci Fabien. Eh ben, écoute, j'apprécie d'autant plus qu'on s'est rencontrés dans un autre milieu de médiateurs. Et justement, pour les médiateurs ou pour les conférenciers, il y a aussi ce qu'on appelle la technique d'impact. Là, c'est vraiment très, très axé médiation, mais c'est des métaphores, en fait, qui nous permettent de travailler. Voilà, c'est Dany Beaulieu qui a inventé cette technique, qui est une québécoise, mais comme quoi les histoires peuvent servir dans tous les milieux. Et la technique d'impact en médiation, en fait, tout ça, c'est des choses qu'on peut utiliser comme conférencier. On peut aller se nourrir, en fait, à d'autres sources, à d'autres découvertes. C'est aussi ce qui est important. En fait, les histoires, on les trouve tous les jours. On les vit tous les jours. Simplement, il faut basculer notre esprit vers mais qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui est intéressant. En fait, le travail du storytelling, mais là, j'anticipe un petit peu sur tout ce que peut nous raconter Adrien ou des storytellers, c'est d'aller chercher dans ce qu'on peut vivre à chaque instant, ce qui permet de passer un message qui nous pousse, qui nous porte. Donc, c'est en fait d'aller faire un travail en soi, mais aussi de se nourrir énormément, livres, films, romans, échanges avec les autres, voir des conférenciers, voir des TED, voir des webinaires, rejoindre l'AICM. Enfin, il y a plein d'idées comme ça qui sont extrêmement intéressantes pour enrichir. Merci Sabine. Si quelqu'un nous dit, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, oui, mais je n'ai pas d'histoire à raconter. Et on s'attend souvent à avoir des histoires extraordinaires, des histoires de dingue ou des merveilleuses photos comme toi tu les as, parce que derrière chaque photo tu as une histoire, donc tu as des milliers d'histoires à raconter. Mais tout le monde n'est pas photographe. Donc, que pourrais-tu dire aux gens qui disent « Oui, mais j'aimerais donner des conférences, mais j'ai pas d'histoire à raconter ». Nous sommes tous des humains extraordinaires. Je dirais que nous sommes tous des humains extraordinaires. Nous avons tous une vie, nous avons tous à apporter. Même s'il n'y a pas de photo pour sous-tendre, peu importe.
j'ai la chance, le bonheur, le privilège d'avoir effectivement beaucoup de photographies, beaucoup d'histoires. Des fois, c'est aussi une relative difficulté, et tu en sais quelque chose, Michel, c'est qu'il faut que j'apprenne à sortir de mes histoires pour apporter mon sens. Donc, en fait, chaque chose a sa complication. Mais quand on se dit qu'on n'a pas d'histoire, est-ce qu'en fait, on n'a pas, je vais pas y aller trop dur, mais est-ce que c'est pas un petit manque de confiance en soi? Parce que des histoires, on en vit tous les jours, hein, quelle que soit la portée, quelle que soit l'importance qu'on y attache nous, quelqu'un d'autre peut y apporter de l'importance. On a du partage à faire. Et donc, où on la trouve en nous-mêmes, ou dans un premier temps, on ne trouve pas en nous-mêmes, on va la chercher à l'extérieur, c'est ce que je disais, on s'enrichit, on lit, on apprend, on découvre, et on partage quelque chose qui nous a ému, qui nous a touché, qui nous a fait penser à quelque chose, et puis finalement, on va finir par réaliser que, oui, ces histoires, on les a en nous-mêmes, et qu'on peut tout à fait, sans aller à l'autre bout de la planète, et sans courir après les petites bêtes, les partager. Et je pense à Sophie Campion, que j'adore en conférence. Il n'y a pas d'image d'animaux. On a résisté, mais il n'y en a pas. Je ne crois pas. Et en tout cas, son histoire phare, sa conférence, sa signature, ne s'appuie pas du tout sur des choses qu'elle aurait vécues à l'autre bout de la planète. C'est un de ses entretiens d'embauche. Pour moi, ça m'a marqué. C'est vraiment un message qui est fort. Et c'est un entretien d'embauche. Au fond, la plus grande leçon qu'on puisse avoir, c'est celle que tu viens de donner tout à l'heure. La Fontaine raconte des histoires avec des animaux qui sont des métaphores. Quand on maîtrise l'histoire et qu'on arrive à lui donner du sens, par exemple pour une entreprise, pour des managers, pour des commerciaux, pour je ne sais qui, n'importe quelle histoire peut devenir un support d'un message. Parce que l'histoire, c'est un message. Toute histoire est un message, tout message peut être une histoire. Maintenant, à nous en tant que conférenciers, de transformer ces histoires en messages. Oui, je dirais même au-delà du conférencier, à nous en tant qu'orateurs, de transformer ce message en histoire pour le faire plus facilement passer dans l'esprit de l'autre. C'était ça. Si on revient à la puissance des histoires, c'est comment faire en sorte d'être écouté, entendu, en fait, de se connecter sur notre auditoire. Eh bien, c'est en passant à travers des histoires et des métaphores. C'est un merveilleux outil qui est vieux comme le monde et qui est vieux comme notre cerveau. Donc, on aurait tort de s'en priver, franchement. C'est vraiment l'une des choses les plus difficiles, c'est de savoir donner du sens à une histoire pour qu'elle devienne compréhensible de tous. Parce qu'une histoire qui te touche toi n'est pas forcément une histoire qui me touche moi. Comment rendre une histoire universelle? C'est là où il y a le boulot d'écriture. De généraliser, de partir de quelque chose qu'on a vécu pour en fait arriver à lui donner un sens beaucoup plus général, qui va au-delà de cette histoire. Mais c'est effectivement la difficulté. Hein. Il ne suffit pas de claquer les doigts pour avoir une jolie histoire. Mais si on veut qu'elle soit universelle, alors il faut étendre son champ des possibles au maximum parce qu'on ne sait pas avec cette histoire qui on va toucher, comment, quel sens en fait les différentes personnes du public vont en retenir. Et on doit leur laisser le temps d'y réfléchir, leur donner le sens, quoi. Voilà. D'où l'importance de connaître le public à qui on s'adresse. Et de s'adapter en conséquence. Donc d'avoir plusieurs possibilités sous la main au cas où ça ne fonctionne pas, on va se rabattre sur autre chose. L'intérêt de travailler une conférence en module, c'est ça aussi. On sent qu'un module ne passe pas, on ne va pas le présenter. Hein. On est d'accord. Je n'ai pas d'autres questions. Les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que Sabine va pouvoir aller déjeuner. Eh bien, merci à tous. C'était vraiment chouette de vous avoir. Merci à notre super régie. Merci à ceux qui ont laissé des messages. Fabien, bienvenue parmi nous. Je suis vraiment ravie. Et Sophie, j'espère que tu reprends des forces après cette conférence d'enfer que tu nous as faite. Eh bien, je crois que nous n'avons plus de commentaires. Alors, il y a toujours un petit temps de latence entre le moment où tu parles et nos amis réagissent. Pour ce qui est des annonces, voilà, je vais mettre ici les prochains programmes sont là, les prochains webinaires. Nous avons un prochain webinaire le 19 juin par Sophie et le 4 septembre Marjorie. Et puis, on a aussi nos rendez-vous en présentiel.